Chapitre 2. Décembre 1964. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez faire, mademoiselle? Dans votre lettre, vous dites que le ciel vous a toujours intrigué et émerveillé. Vous savez que ce que nous faisons ici à Cambridge n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous pouvez vous imaginer de l'astronomie. Nous étudions le ciel sans télescope, mais avec des antennes. Oui, monsieur, répondit Jocelyne. Depuis la découverte très récente des sources radio quasi-stellaires, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de choses à découvrir, et notamment dans des gammes de fréquences très différentes de celles dont on a l'habitude. Comme je vous le disais dans ma lettre, j'aimerais découvrir des nouveaux astres. Et l'étude de ces objets quasi-stellaires dont on ne sait pas encore grand-chose me paraît très intéressante. Je vois en tout cas que vous avez obtenu de très bons résultats universitaires à Glasgow, c'est très bien. Et vous préféreriez construire une antenne radioastronomique ou bien analyser les signaux qu'on enregistre avec? Demanda Anthony Hewish, qui avait chaussé ses lunettes pour parcourir la lettre et le curriculum que lui avait envoyé la jeune étudiante qui paraissait avoir à peine 20 ans. Les deux m'intéressent parce qu'avant d'analyser un signal quelconque, il faut bien construire l'instrument qui permet d'obtenir ces signaux. La réponse de la jeune étudiante, à l'œil pétillant derrière ses lunettes, fit mouche sur le jeune quadragénaire. Le sujet de thèse qu'il proposait dans le cadre de ses recherches au sein du département de physique et d'astronomie de New Hall College et du laboratoire Cavendish était justement axé sur la construction d'une nouvelle antenne radioastronomique pour tenter d'étudier les quasars, grâce au phénomène de scintillation qui est induit par le milieu interstellaire sur les ondes radio. Cela permettait de distinguer des sources étendues et des sources quasi ponctuelles, comme on pensait l'être les sources quasi stellaires. Il avait besoin de quelqu'un de débrouillard qui ne craigne pas de mettre les mains dans les câbles et de travailler dehors par tous les temps, c'est-à-dire sous la pluie. Jocelyn Bell avait 22 ans. Elle venait tout juste d'obtenir son Bachelor of Science à l'université de Glasgow, où elle venait de passer 3 merveilleuses années après avoir quitté son Irlande natale. Passionnée d'astronomie depuis qu'elle était enfant, c'est vraiment à l'université de Glasgow qu'elle découvrit la profondeur que pouvait révéler la physique et les sciences de l'univers. Elle y apprit les bases fondamentales de tous les domaines de la physique, depuis la physique des atomes jusqu'à la thermodynamique, en passant par l'optique et l'électromagnétisme. Mais c'est l'option astronomie qu'elle suivit en troisième année qui la ravit complètement. Elle était la seule fille de l'amphithéâtre de 50 étudiants, mais cela ne la gênait pas outre mesure, même face au chahut masculin entretenu par ceux qui avaient toujours du mal à accepter la présence de femmes parmi eux. Jocelyne n'en avait cure. Elle savait ce qu'elle voulait et elle avait tout fait pour y parvenir. Ce n'était pas une bande de mâles sous l'emprise de leurs hormones qui allait la décourager. Elle venait de passer 3 ans dans un internat d'étudiantes de la capitale écossaise et était devenue très autonome, contrairement à tous ses condisciples masculins qui vivaient encore pour la plupart chez leurs parents. Lorsque son père lui avait fait rencontrer un astronome professionnel vers 1956, Jocelyne avait compris qu'il s'agissait d'un métier qui se vivait la nuit, l'œil rivé à l'oculaire du télescope. Un peu effrayée d'envisager une vie nocturne, coupée de la vraie vie, elle fut enchantée de découvrir quelques années plus tard qu'il existait un autre type d'astronomie qui pouvait s'exercer de jour comme de nuit, la radioastronomie. Les ondes radio pouvaient être détectées indépendamment à n'importe quel moment de la journée, et Jocelyne fut fascinée par le potentiel que revêtaient les ondes centimétriques. Anthony Hewish s'était replongé dans le curriculum de la jeune étudiante. Je vois que vous avez suivi l'école d'été de l'observatoire de Jodrell-Bank l'année dernière. En fait, vous connaissez déjà la radioastronomie. C'est rare pour quelqu'un de votre âge. Qu'est-ce qui vous a motivé pour suivre cette formation de haut niveau en radioastronomie demanda-t-il en levant à peine les yeux vers elle. Quand j'étais plus jeune, répondit Jocelyne,
J'avais écrit à Bernard Lovell pour avoir un conseil pour arriver à faire de la radioastronomie. Ah oui? Directement? À Lovell? Vous avez directement écrit au fondateur de Jodrell Bank? Et il vous a répondu? Demanda Hewish. Oui, il m'a simplement conseillé d'étudier la physique et que ça pourrait naturellement me mener là où je souhaitais. Sage conseil, effectivement. Et pourquoi la radioastronomie en particulier, alors? Et pas l'astronomie plus classique? Je crois que je ne suis pas faite pour vivre la nuit et comme on peut faire de la radioastronomie durant la journée, je trouve ça vraiment très intéressant. Je savais bien sûr que le professeur Lovell avait fondé l'observatoire de Jodrell Bank, et quand j'ai appris en janvier 1964 que l'observatoire de Jodrell Bank organisait des cours d'été en radioastronomie, j'ai aussitôt candidaté et j'ai eu la chance d'être accepté. J'ai beaucoup appris en l'espace de 2 mois, énormément. D'ailleurs, j'aurais bien aimé poursuivre un travail doctoral chez eux, mais je n'ai jamais obtenu de réponse suite à la candidature que j'avais envoyée en septembre. Et c'est juste après que j'ai pris connaissance de votre proposition de thèse. Oh, je comprends un peu mieux pourquoi vous vous êtes manifesté si tardivement. Normalement, en décembre, nos étudiantes sont déjà toutes installées, mais vous avez le gros avantage d'avoir déjà un financement, ce qui va faciliter grandement les choses. Oui, j'ai obtenu une bourse individuelle du gouvernement d'Irlande du Nord pour conduire une thèse dans le domaine de mon choix. Et Cambridge serait pour moi une opportunité incroyable pour intégrer le milieu de la radioastronomie, peut-être même plus intéressante encore qu'à Jodrell Bank, à mon avis. Oui, c'est bien possible, répondit Ewish. Il marqua un silence, puis ajouta: Écoutez, pour moi, en voyant votre motivation et le cursus que vous avez déjà suivi, je pense que cela ne posera aucun problème pour que je dirige votre thèse. Vous construirez une toute nouvelle antenne qui n'a pas grand-chose à voir avec le radiotélescope de Jodrell Bank, mais qui devrait permettre d'étudier les quasars assez facilement. Bien sûr, nous partons de rien, et il faudra tout bâtir, depuis la mise en place du réseau d'antennes jusqu'aux mesures et leur analyse. C'est un travail qui sera peut-être fastidieux par moments, mais qui vous intéressera très certainement. Oh, j'en suis sûr. Merci beaucoup, répondit Jocelyne en guise d'acceptation du travail proposé. Le New Hall College faisait partie des 30 collèges de l'université de Cambridge et il avait la particularité d'être réservé aux étudiantes. C'était seulement le troisième du genre à Cambridge. Il avait été fondé 10 ans plus tôt par Madame Rosemary Murray, comme on l'appelait, dans le but affiché d'augmenter le nombre d'étudiantes diplômées de la célèbre université britannique. Oxford appliquait la même politique. Pour le New Hall College et l'université de Cambridge, accepter une étudiante en thèse qui arrivait avec déjà une bourse dans la poche était très intéressant. Elle ne coûterait pas grand-chose pour l'administration. En sortant du bureau de son tout nouveau directeur de thèse, après avoir encore discuté une petite demi-heure sur des points de physique et d'instrumentation, Jocelyne marcha le long de Huntington Road, sous un ciel gris sombre, pour rejoindre l'arrêt de bus arrosé par une bruine rafraîchissante. Elle se remémorait tout le chemin qu'elle avait fait jusque-là, depuis sa première visite à l'observatoire de Armagh, emmenée par son père qui y avait travaillé en tant qu'architecte, puis sa première lecture fascinante du livre de Fred Hoyle, Frontiers of Astronomy, les cours d'astronomie de Peter Maclaren à Glasgow, la réponse du célèbre Bernard Lovell, dont elle n'avait pas imaginé qu'elle parlerait un jour à quelqu'un d'autre qu'à son père, l'école d'été de l'été dernier auprès de cette énorme parabole de métal, et maintenant 4 nouvelles années qui s'annonçaient devoir être très riches. Jocelyne avait atteint l'objectif qu'elle s'était fixé en étant enfant, devenir radioastronome. Elle y songeait encore dans le bus qui l'emmenait directement à la gare où elle devait prendre un train pour rentrer à Glasgow en redescendant par Londres. C'était curieux de repartir vers le sud pour aller vers le nord, mais il y avait un direct pour Glasgow depuis la gare de Euston qui mettait seulement 4 heures et demie,
et il fallait un peu moins d'une heure pour relier Cambridge à Houston. Cela aurait été beaucoup plus long de passer par Birmingham, Sheffield et Édimbourg. Elle serait arrivée avant minuit dans tous les cas, de quoi avoir le bonheur de se plonger dans un bon roman. Arrivée à la gare de Cambridge, Jocelyne se précipita sur la première cabine téléphonique disponible et appela son père. Tu veux savoir comment s'est passé mon entretien à Cambridge annonça la jeune femme après avoir salué chaleureusement celui à qui elle devait tout. Et comment alors, est-ce que ça correspond à ce que tu avais imaginé? Absolument! J'ai rencontré le radioastronome qui propose le sujet de thèse que j'avais repéré. Il s'appelle Anthony Hewish et on a parlé de plein de choses, surtout de science. Et il accepte de me prendre en thèse. Je crois que je lui ai fait bonne impression. En tout cas, il m'a fait pas mal de compliments sur mon parcours. Je suis très contente. Je vais étudier à Cambridge. Bravo, ma chérie, je suis très fier de toi, tu sais. Toi qui avais toujours voulu faire un métier d'homme, bah tu vas être servi. George Bell souriait et Jocelyne entendait ce sourire dans le combiné. Ta mère vient d'arriver, je te la passe. Et je te félicite encore de tout mon cœur. À très bientôt, Jocelyne. Allô, maman? Ça y est, je vais étudier à Cambridge. L'entretien s'est très bien passé et ça devrait être très intéressant. De la belle science. C'est très bien pour toi, ma chérie. Bravo, toutes mes félicitations. Alors, tu repars pour 4 ans, c'est ça? Si tout se passe normalement, oui, ça devrait durer entre 3 et 4 années. Je vais construire un instrument pour l'utiliser toute seule ensuite. J'ai hâte de commencer, hein. Et tu commenceras quand alors? Demanda sa mère. Au début de janvier. Ça va arriver vite. Bon, il faut que je vous laisse, mon train part dans quelques minutes. Je rentre à Glasgow en passant par Londres. J'arriverai bien comme prévu à Lurgan le 19 par le ferry, comme d'habitude, hein. À très bientôt. Au revoir ma chérie. Nous t'attendrons au port de Belfast comme d'habitude. Prends soin de toi. Les festivités de Noël approchaient à grands pas et Jocelyne devait retrouver ses parents, son frère et ses 2 sœurs une semaine avant. Noël, dans la communauté Quaker, était une période intense durant laquelle les familles se retrouvaient autour d'une foi déterminée et fervente. C'est le 15 janvier 1965 que Jocelyn Bell débuta officiellement sa thèse de doctorat sous la direction de Anthony Hewish. Hewish s'était très vite intéressé aux sources radio quasi-stellaires qu'on appelait maintenant volontiers quasars, depuis l'article de Physics Today du mois de mai dernier. Et son intérêt avait décuplé, comme pour bon nombre de ses collègues, depuis que le néerlandais Martin Schmidt avait publié dans Nature en mars 1963 sa découverte que la source radio quasi-stellaire 3C273 était un objet très décalé vers le rouge et donc extrêmement éloigné. Le décalage spectral que Schmidt avait mesuré sur cette source dans le visible, grâce à des spectres enregistrés avec le télescope du Mont Palomar, valait 0,158. Cela signifiait que 3C273 se trouvait à une distance de 2 milliards d'années-lumière, dans une galaxie très lointaine. Suite à cette découverte, qui fit grand bruit dans toute la communauté, les projets d'études avaient brutalement foisonné pour essayer de mesurer le décalage vers le rouge d'autres sources radio quasi-stellaires qui avaient été regroupées dans un catalogue dédié par les collègues de Hewish à partir de 1958, le troisième catalogue de Cambridge, qu'on appelait le 3C. Les astrophysiciens voulaient maintenant comprendre ce que pouvaient être ces objets qui avaient une luminosité intrinsèque aussi gigantesque. Le projet de Hewish et de ses collaborateurs était de construire un nouvel instrument pour étudier l'émission radio des quasars à partir du phénomène de scintillation. Le phénomène apparaissait lorsque les ondes radio traversaient le vent solaire produit par le Soleil. Son idée était d'essayer de déterminer avec le plus de précision possible comment varier la scintillation des quasars en fonction de la densité du vent solaire, qui n'était pas la même dans différentes directions du ciel.
Cela devait permettre d'obtenir une estimation approximative du diamètre angulaire d'un quasar. Les astronomes cherchaient surtout à savoir s'il s'agissait de sources étendues ou vraiment ponctuelles, comme les premières détections semblaient le dire. Ewish avait proposé un sujet de thèse consacré à ce projet, et curieusement, il n'avait reçu que 2 candidatures depuis le mois de juillet. Le premier candidat, qu'il avait reçu dans les premiers jours de septembre, ne faisait vraiment pas l'affaire. Ewish avait l'impression qu'il postulait uniquement par dépit, en cherchant un plan B au cas où il ne serait pas accepté dans une autre thèse. Par ailleurs, outre son manque de motivation visible, son profil n'était pas tout à fait en accord avec celui que Hewish recherchait pour construire et exploiter son radiotélescope. Le jeune homme était surtout intéressé par les quasars sous l'angle théorique et n'avait jamais touché une antenne de sa vie. Durant les 2 mois de l'été 1964 que Jocelyn avait passé à Jodrell Bank, le mot quasar, qui venait d'être inventé par Hong Yi-chiu, un astrophysicien taïwanais naturalisé américain, revenait sans cesse dans les conversations des jeunes et des moins jeunes. On sentait une effervescence pleine de curiosité. Comment expliquer des objets aussi compacts, montrant une luminosité aussi forte, en étant aussi éloignés de plusieurs milliards d'années-lumière? Et ils étaient observables dans plusieurs gammes de longueur d'onde, non seulement dans le domaine radio, mais aussi dans le domaine visible. Les sources radio quasi-stellaires étaient le sujet numéro un chez les radioastronomes, mais aussi chez les autres spécialistes de la discipline, jusqu'aux théoriciens. Certains imaginaient déjà, comme Hong Ye-shu, que des trous noirs géants, engloutissant des quantités phénoménales de matière, pouvaient la faire rayonner jusqu'aux luminosités qui étaient observées. Le terme trou noir venait lui aussi d'être inventé pour parler plus simplement des astres gravitationnellement effondrés que permettait d'envisager la théorie de la relativité générale. Le terme était apparu dans une réunion de théoriciens à Dallas en décembre 1963 dans la bouche de Robert Dick. Et comme il correspondait bien à l'image que l'on pouvait se faire de ce type d'objet hypothétique, le terme avait été très vite repris à leur compte par les spécialistes et par ceux qui s'intéressaient aux mystérieux quasars. L'astrophysique inventait des mots nouveaux qui devenaient très utiles, plutôt que d'employer des phrases pour qualifier un type d'objet particulier. Astre gravitationnellement effondré devenait trou noir, et source radio quasi-stellaire devenait quasar, pendant que les Beatles et les Beach Boys chantaient à la radio des mélodies entêtantes de part et d'autre de l'Atlantique.